Si on s'imagine vivre dans une république aux origines athéniennes, il est utile de retrouver les idées d'alors, de la manière dont le monde était né et s'était établi. Au commencement il y avait chaos, un chaos indistinct dans l'obscurité, dont le vide devenait aussitôt comblé par Gaïa, le monde d'où nous vivons, et cela fut possible avec un troisième élément, nommé Eros, que je figure ici comme une lumière rose, en mémoire de Philippe Cadic, et qui se fera oublier en revenant à la lumière normale. Ceci nous permet de comprendre que sur la base de chaos, le monde Gaïa est posé en un assemblage de toutes sortes d'objets, qui ne tiennent que par le fait d'un lien qui les unit, que je remontre ici en rose, qui les unit et les distingue, c'est-à-dire qui les sépare et les compose, exactement comme les lignes du dessin les font apparaître. Seulement à ce point, cette division en choses dut se montrer autrement, parce que ce n'est qu'une façon de voir. Pour rendre compte de son fait, en effet, Gaïa se représentait en créant le ciel et les flots. On voit cette même idée en Égypte, où au-dessus d'un cratère, la voûte céleste est représentée dénommée Nout, qui prend le nom d'Ouranos au-dessus de Gaïa. Ce que Gaïa ajoute à cette très ancienne représentation est l'élément liquide, la mer que l'on peut figurer ici, comme l'élément bleu qui ouvre un autre espace au-dessous du ciel. Nous avions donc Chaos, Eros et Gaïa et une autre façon de voir. Nous avons alors le ciel, le monde et la mer, et avec cette façon athénienne de voir suivant l'Égypte divisée après l'Exode, l'élément liquide ajoute ce fait de transparence et de miroir, puisque le monde se reflète dans l'eau. C'est une nouvelle occasion à Eros d'intervenir, puisqu'il aurait ajouté aux objets qu'il a alliés, ceux du monde des images en reflet. J'espère qu'on a compris ce que je dis, lorsque dans un monde je trace un dessin, mon trait relie sur la page blanche des objets qu'il crée. Ces traits en sont les liens, l'Eros. Dont parmi eux ce lien magique est la surface de l'eau. C'est effectivement là qu'apparaît l'Eros dit modernement, de la Renaissance magique, mais l'Égypte en avait déjà notion. On se souvient que sur le cratère 3 personnages interviennent. Le central qui pointe et relie, la gorge et le sexe, est appelé Ka. Comme le mater est un cas de chaos. Cette mater est le cerf dévoré, sur la gravure extraite d'un traité majeur de la vénerie relevé par Couliano, au-dessus duquel on trouve pareillement les 3 personnages, mais où le Ka, à présent, est la patte de l'animal, intercédant entre le Seigneur et son peuple. Nous avons là quitté le domaine d'Amphitrite et le miroir aquatique, le trait majeur de la représentation, est devenu le trait unaire de Lacan, le rayon solaire d'Akhenaton, le doigt de lecture de l'hébreu, celui de Toutankhamon. Les personnages symétriques au demeurant, sont devenus le maître et le savoir, et Saint LS2 de la cybernétique psychanalytique. C'est alors que nous avons atteint le stade moderne, actuel de la figuration. L'Eros de Gaïa suscite d'abord Amphitrite, puis avec Actéon fasciné, elle prend la parole et l'apparence de Diane. Or la légende rapporte qu'à cette entité puis divinité, succède la femme humaine, par la première, nommée Pandore. Cette dernière rend l'ultime résistance en l'espèce de tous les maux qu'elle répandra sur terre, tant que l'humain par son intellect, n'aura pas rendu à l'histoire sa science, et notamment en y reconnaissant Hélène, simulacre de la femme réelle qui n'a jamais été à Troie. Vous êtes en train de lire les premiers mots de la pièce d'Euripide, puis ses explications suivantes. Vous êtes assez grande et grand, je suppose, pour savoir qui était au bord du Nil en ce temps-là. Le retour en son domaine en Europe dépend qu'on le réalise, alors la guerre de Troie n'aura pas lieu.